Voilà, réinstallez-vous tranquillement. On va reprendre la session de l'après-midi qui va se dérouler en deux phases, enfin trois phases même avec, avec les restitutions et conclusions. Voilà. Donc dans quelques petites secondes, on va rentrer en contact avec Marion Desquilbé, donc qui est en visio depuis Toulouse. Mais voilà, voilà, ça y est, c'est fait. C'est magique. Donc bonjour Marion. Bonjour. Bienvenue donc être assemblée dans cet hémicycle de l'Assemblée du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, puisque vous êtes sur une autre région pour le coup, mais bon, c'est pas loin. Voilà, donc je vais lui passer la parole dans quelques minutes après une petite présentation. Et puis ensuite, donc à partir de 14h, on passera sur le format atelier, donc un double atelier. On en a parlé un petit peu déjà ce matin. Le premier qui va parler surtout de genèse des projets. Donc tout le monde fera les deux ateliers, tous ceux qui sont encore là en tous les cas. Passeront soit en tant que défricheurs, mais je pense que Gaël va l'expliquer encore mieux que moi, puisque c'est lui qui a conçu ces ateliers. Et puis mes camarades, donc Clémentine, Florian et Bégonia, vont les animer avec Gaël, bien sûr. Donc défricheurs pour la thématique éclosion, jeunesse d'un projet, et la deuxième thématique qui sera sur l'appropriation des résultats. Et les uns donc vont défricher un des deux thèmes, les autres vont décrypter, non, c'est ça, le deuxième, voilà, ouais. Décrypteur, défricheur, dans l'ordre, défricheur et décrypteur, faut pas se tromper. Et puis comme ça, au bout d'un moment, on aura, au bout d'une heure et demie à peu près d'atelier global, des éléments qui seront retranscrits aussi par des membres de chaque atelier, donc des gens qui ont participé à ces ateliers, et puis une conclusion, une double ou triple même conclusion, avec Léa Pambrun d'Acclimatera, puis Gilles Guibaud, et puis également Terre et Océan avec Gaël, pour la toute fin de la journée. Voilà, dans un premier temps, je crois que tout le monde est à peu près revenu de la pause. Je vais passer la parole à Marion Desquilbé, qui va parler de l'importance, évidemment, de l'indépendance de la recherche et de l'expertise en domaine notamment de santé publique et d'environnement, mais c'est valable pour beaucoup de sujets, qui a édité un rapport, mais je pense qu'elle va en parler, récent, sur ce sujet-là, avec quelques collaborateurs, mais qui étaient en tête de ce rapport. Donc Marion Desquilbé est chargée de recherche à INRAE, à la Toulouse School of Economy, autrement dit l'école d'économie de Toulouse, et donc plus particulièrement spécialiste d'économie de l'environnement et des ressources naturelles, mais va peut-être compléter un petit peu cette présentation. Voilà, je vous passe la parole, je pense qu'on peut démarrer cette visio, je crois que tout le monde est en place. Allons-y. Bonjour, vous voyez le diaporama là, c'est bon ? C'est bon, c'est parfait. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, je vais vous parler de ces questions d'indépendance de recherche et d'expertise en santé publique et environnementale. Ce que je vais vous présenter, c'est un rapport qui s'appelle « Indépendance de la recherche et de l'expertise dans les contextes de relations publiques-privées intéressant les domaines de la santé et de l'environnement ». Rapport que nous avons écrit à un groupe de travail de 8 personnes que j'ai présidé pour la CNDASP, la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, un rapport qui a été publié en août dernier. Alors, tout d'abord, l'origine du rapport, c'est une autosaisine de cette commission, la CNDASP. Pour donner un peu de contexte, c'est une commission consultative qui a été créée en 2013 par la loi dite Blandin sur l'indépendance de l'expertise en santé et environnement et la protection des lanceurs d'alerte. Elle a deux missions. La première, c'est de recevoir et d'instruire des alertes. Et la deuxième, dans le cadre de laquelle notre rapport s'inscrit, c'est de donner des recommandations déontologiques aux 34 établissements français de recherche et d'expertise qui ont à voir avec les domaines santé et environnement. Donc ça peut être aussi bien INSERM, CNRS, INRAE, des EPIC comme le CEA, le CIRAD, des institutions d'expertise comme Santé publique France, l'ANSES, l'ADEME, etc. Et ils sont partis d'un double constat. D'une part, il y a une fragilité de la communauté scientifique par rapport au financement privé, du fait que ce soit une source de plus en plus importante de financement. Et d'autre part,
s'est développé récemment beaucoup de littérature sur les stratégies d'influence des firmes qui peuvent s'exercer, y compris via le milieu scientifique. Donc, ils ont souhaité instruire ces questions via un groupe d'experts indépendants. Et suite à notre rapport, ils ont émis un avis que vous pouvez retrouver sur leur site avec notre rapport, avis qui a été diffusé aux 34 établissements concernés et qui a en quelque sorte un rôle d'animation pour ces établissements. Notre mission, c'était, on est dans un contexte de multiplication des relations entre la recherche ou l'expertise publique et les acteurs marchands, donc acteurs privés, mais on s'est intéressé plutôt aux acteurs économiques. Et quelles conséquences cela a sur la fiabilité et la robustesse de la production de savoir par la recherche publique et l'expertise, et sur leur aptitude à produire de la connaissance qui soit dénuée de biais et qui puisse éclairer correctement les décisions publiques. Et est-ce que les règles et pratiques actuellement en place dans les établissements français sont à la hauteur de ces enjeux? Pour répondre à ces questions, la méthodologie qu'on a suivie, c'est d'identifier les normes et pratiques en place dans tous les établissements concernés, donc en contactant ces établissements. On s'est appuyé sur la littérature académique, notamment en sciences humaines et sociales, et on a auditionné 38 personnes, acteurs et actrices de la recherche et de l'expertise publique ou personnalités extérieures qualifiées. Et on a proposé une typologie que je vais vous présenter après, des modalités et des risques de relations publiques-privées. Ma présentation va suivre le plan de notre rapport, c'est-à-dire que je vais vous présenter un peu le contexte dans lequel ce rapport s'inscrit, la typologie qu'on a proposée, cette typologie au regard des normes et pratiques en place dans les établissements français et des recommandations qui sont issues de nos auditions. Tout d'abord, sur le contexte, alors là, la diapo est très chargée, mais je ne vais pas tout vous lire. Il y a eu, depuis les années 1990, en France et en Europe, des politiques volontaristes pour rapprocher la recherche publique et des acteurs marchands, avec une accélération depuis les années 90 et même un véritable foisonnement depuis les années 2010 de dispositifs publics d'incitation à des collaborations. Donc, je ne vais pas tous vous les lire, vous reconnaîtrez peut-être certains sigles là-dedans. Ceci dans un contexte de diminution des financements structurels, avec des financements concurrentiels qui sont souvent conditionnés à des collaborations entre recherche publique et entreprise. Et ça, c'est vrai même, y compris pour des appels blancs de l'ANR, ou même si ce n'est pas explicitement demandé, ce sera valorisé le fait qu'il y ait des entreprises qui soient associées. Et c'est un contexte qui peut aussi créer pour les chercheurs des difficultés vis-à-vis des pairs de s'opposer à ce qui apparaît, cette recherche en lien avec les acteurs marchands, comme vraiment une vision légitime de la science promulguée par l'État. Ceci dans un contexte où il y a des enjeux très forts d'autonomie de la recherche et de l'expertise qui s'inscrivent aussi dans des cadres législatifs avec la liberté de recherche, liberté académique, liberté d'enseignement, liberté d'expression, indépendance des chercheurs et enseignants-chercheurs. Et côté expertise, dans les suites de l'affaire Mediator, une charte de l'expertise sanitaire qui pose des principes forts d'impartialité, transparence, pluralité et contradictoire de l'expertise publique. Nous, ce qu'on a fait dans ce rapport, c'est tout d'abord de décrire les modalités et les risques que prennent les modalités que prennent ces relations et les risques qui en découlent. C'est un rapport dans lequel on ne s'est pas du tout intéressé à la question des avantages de travailler entre recherche, expertise publique, acteurs marchands, dans quel contexte ils se matérialisent, etc. Ce n'était pas du tout notre sujet. Nous, on s'est focalisé sur la question des risques et quelles sont les pratiques en place pour faire face à ces risques. Et aussi, je précise que ces risques, on ne peut pas savoir dans quel contexte ils se matérialisent, à quel point il y en a qui sont plus prégnants que d'autres, etc. Nous, on a proposé un tableau général de ces risques avec une typologie à 3 niveaux, relations financières, institutionnelles et structurelles. Le premier niveau, c'est celui auquel on pense le plus directement sur ces questions-là, ce sont les relations financières. Quand il y a directement de l'argent qui arrive d'acteurs marchands, soit avec des rémunérations individuelles de chercheurs qui arrivent directement sur leur compte en banque, soit avec des financements de recherche ou d'autres dispositifs, y compris à un niveau plus institutionnel, par les acteurs marchands. Alors là, c'est les principales modalités, les principaux risques qu'on a décrits. Je ne vais pas tout vous décrire, je vais surtout vous expliquer ce que j'ai souligné en gras, qui est donc un exemple. C'est celui d'un projet de recherche qui est financé par un acteur marchand.
Les risques que ça pose, c'est que le financement soit conditionné à des résultats bénéfiques, que la question de recherche puisse être imposée, ou si elle n'est pas imposée, puisse être influencée par le financeur, qu'il y ait des clauses de confidentialité, non-publication, non-dénigrement, et même sans de telles clauses, qu'il y ait des biais plus ou moins explicites ou implicites pour eux, ils ne s'en rendraient même pas forcément compte, des chercheurs de forme de cécité scientifique qui peuvent s'installer, parce que de manière plus ou moins consciente, les chercheurs peuvent vouloir avoir tendance à plaire aux financeurs, notamment dans le cadre de relations qui peuvent se renouveler, etc., de financement. Un autre risque, c'est que les publications issues de telles recherches sont prises en compte dans les expertises publiques. Or, on sait que, de manière générale, les publications financées ou coécrites par des industries ont tendance à être plus favorables aux intérêts de ces industries que des publications plus indépendantes. Et le risque le plus global, c'est, étant donné l'importance de la part des financements privés dans la recherche publique, une perte d'autonomie du champ académique et scientifique. Un deuxième niveau de relation auquel on pense peut-être moins directement, ce sont des relations institutionnelles où il n'y a pas du tout d'échange d'argent, mais il y a des contacts directs entre acteurs marchands et acteurs, que ce soit individuels ou collectifs, de la recherche ou de l'expertise publique. Et là, l'exemple que je vais vous prendre, c'est contact individuel quand des chercheurs participent à des groupes de travail montés par l'industrie. Donc si je donne un exemple, ça peut être celui de l'International Life Science Institute, qui est une organisation sans but lucratif, mais qui est financée par tous les grands acteurs de la chimie, l'agrochimie, l'agroalimentaire, le pétrole, qui crée des groupes de travail. Ça a été bien décrit dans des travaux de sciences sociales, qui appellent ça du lobbying par la science, pour créer des savoirs qui vont contribuer à ce que les réglementations des risques de leurs produits soient avantageuses pour ces industriels. Et là, le risque, c'est celui de l'exploitation de la légitimité des chercheurs pour faire valoir des concepts favorables à l'industrie. Et le dernier niveau de relation que nous avons dans notre typologie, ce sont les relations structurelles. Là, on parle de cas où il n'y a même plus de contact direct entre les acteurs marchands et les chercheurs, parce que ces contacts, ils ont lieu ailleurs, à un autre niveau, avant, et il y a une solidification de situation où les vues des acteurs marchands s'imposent implicitement, façonnent la production de connaissances et d'expertise, sans même qu'il y ait besoin de liens directs avec les chercheurs et les experts. Un exemple de ça, ce sont les normes internationales et européennes qui sont établies avec la participation d'acteurs marchands. Je peux prendre l'exemple de la réglementation des produits chimiques qui s'appuie sur des lignes directrices qui sont écrites à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, depuis le début des années 1980, et qui encadrent la manière dont on examine les risques santé, environnement des produits chimiques. Et ce sont des instances où il n'y a pas de politique de gestion des conflits d'intérêts, où les travaux s'appuient beaucoup sur des travaux faits par les industriels. Donc ce sont vraiment comme des normes coécrites en partie avec des industriels. Et après, ces normes servent à définir des cadres réglementaires. Le risque alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est vraiment pour les agents des agences publiques qui participent directement à évaluer des produits dans des cadres réglementaires, c'est qu'ils s'appuient sur ces normes comme autant de routines et qu'il y ait des formes de cécité qui s'installent et qui ne se rendent même plus forcément très bien compte des limites de ces normes, qui conduisent à une éviction de savoir et de méthode. Mais le risque, c'est aussi pour des expertises publiques plus classiques qui ne sont pas en lien avec l'autorisation des produits. S'il y a une expertise qui touche à ces domaines, il peut y avoir un risque qu'on restreigne les chercheurs à réfléchir dans un cadre réglementaire. Et là, le risque que ça crée, c'est que les chercheurs aient du mal à faire valoir des savoirs scientifiques qui sortent de ce cadre réglementaire, qui a été un peu coécrit en partie avec l'industrie. Ça peut conduire aussi à un découragement de certains experts à participer à des expertises s'ils ont déjà eu l'expérience de ne pas bien arriver à faire valoir des savoirs qu'ils pensaient importants, donc des expertises qui soient moins plurielles. Et un autre type de risque aussi, c'est que ce cadre réglementaire, même indépendamment des expertises, il a un poids sur la communauté scientifique qui peut
sans forcément bien se rendre compte comment ils ont été construits, utiliser dans ces recherches des indicateurs officiels de toxicité ou d'écotoxicité des produits, par exemple, et sans se rendre compte que ce n'est pas des indicateurs scientifiques, ce sont des indicateurs réglementaires créés aussi avec l'utilisation de concepts de l'industrie. Face à ça, quelles sont les normes et pratiques en place dans les établissements? Là, je vais faire très vite, je vais juste vous donner l'essentiel. Ces normes, elles couvrent surtout le champ des relations financières, donc là où il y a vraiment un échange d'argent direct, pour tout ce qui est contact direct sans qu'il y ait un financement, ou alors contact indirect via des relations structurelles, il n'y a à peu près rien. Et dans les relations financières, ces normes ne couvrent pas tout. Les contrats de recherche sont souvent protecteurs. Les établissements ont une attention notamment à garantir la liberté de publication des chercheurs. Mais ça n'est pas toujours suffisant parce que ça ne permet pas forcément d'éviter une question de recherche influencée par l'industriel ou des formes de difficultés des chercheurs à continuer à vouloir faire plaisir aux financeurs dans la manière dont ils travaillent. Il y a des règles pour limiter les cumuls d'activités des chercheurs, mais des contournements sont difficiles à prévenir, notamment si un chercheur est payé en droit d'auteur, il n'a pas d'obligation de le déclarer dans ses cumuls d'activités. Il y a une politique de gestion des liens d'intérêt qui s'est beaucoup améliorée avec la charte de l'expertise sanitaire, mais avec un périmètre partiel parce que ça ne couvre pas le champ de l'environnement. Donc pour des expertises publiques en matière d'environnement, ça va un peu plus être à la libre appréciation de ceux qui organisent l'expertise, la manière dont ils prennent en compte cette question d'éviter les conflits d'intérêts des personnes qui sont en groupe d'experts avec les industries qui ont un intérêt au sujet de l'expertise. Il y a, comme je l'ai déjà dit, une faiblesse du contrôle des liens d'intérêt dans les instances internationales. La question de publications qui ont été écrites ou financées par des acteurs marchands et qui sont ensuite utilisées dans des expertises, il n'y a aucune méthodologie qui existe pour réfléchir à ça, se dire alors telle publication, est-ce que je la prends en compte, comment, etc. Donc c'est un peu à la libre appréciation de chaque groupe d'experts. Et sur tous les sujets du type cumul d'activités, lien d'intérêt, il y a très peu de contrôle et de sanctions. Et un autre point, c'est que la formation et l'information des scientifiques sur ces sujets sont souvent peu développées. Dans ce cadre, pour conclure, je vais vous présenter des extraits des recommandations. On a 70 dans le rapport, donc pour dire qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire pour améliorer. Il y en a qui sont très simples à mettre en place, il y en a qui sont très exigeantes, il y a vraiment plusieurs niveaux. Pour vous en donner quelques-unes, pour la recherche publique, une recommandation qui revient de manière forte, c'est d'augmenter le financement public de la recherche publique en santé environnementale et en santé publique pour permettre qu'il y ait des recherches sur des sujets qui n'intéressent pas les industriels, voire qui peuvent aller à l'encontre d'intérêts industriels. Il y a la question de la protection des libertés académiques qui se pose pour les chercheurs des établissements publics d'intérêt commercial, où c'est une question qui n'est pas toujours très claire. La proposition d'interdire la participation des chercheurs à des groupes de travail d'organisation tels que l'ILSI dont je vous parlais, à minima qui est dans les établissements de recherche une réflexion sur les questions soulevées par de telles participations. Pour l'instant, ce n'est pas un sujet dans ces établissements. Une réflexion éthique dans les sociétés savantes pour des colloques qui sont financés par des industriels et ça peut avoir un impact sur les savoirs qui sont transmis dans ces colloques. Que les chercheurs soient en capacité d'assumer leurs responsabilités, leur liberté de diffusion académique, etc. Et que quand ils sont confrontés à des difficultés, les chercheurs ou les chercheuses, il y ait des réponses rapides, qu'on puisse créer peut-être des espaces d'échange entre scientifiques avec l'appui de juristes et qu'on porte une attention particulière aux doctorants, notamment qui ont des contrats cofinancés avec l'industrie. Et avant de financer les projets de recherche, qu'il y ait une évaluation éthique précoce de leurs valeurs environnementales ou sanitaires. Côté expertise privée, une proposition, c'est d'améliorer la déclaration et la publicisation de ces expertises par les financeurs et par les chercheurs, voire même de rendre obligatoire que ces expertises réalisées à titre privé soient rendues publiques.
Et du côté de l'expertise publique, alors la première, c'est simplissime, c'est dans les déclarations publiques d'intérêt que remplissent les chercheurs avant de participer à une expertise pour qu'on examine si ils ne sont pas trop en conflit d'intérêt pour y participer. Leur demander explicitement d'enseigner la rémunération par droit d'auteur, parce que comme pour eux, c'est pas obligatoire de le faire dans leur comité d'activité, ils peuvent ne pas penser à le faire dans la déclaration publique d'intérêt, et étendre ces déclarations publiques d'intérêt au domaine environnement. Pour les expertises, améliorer l'accès aux données privées issues de l'industrie quand il y a des enjeux de santé publique ou de santé au travail. Et par rapport aussi aux questions dont j'ai parlé précédemment, avoir une meilleure traçabilité des concepts industriels qui sont repris dans les expertises et également encadrer la manière dont on prend en compte des publications scientifiques qui ont été produites en lien avec l'industrie. Et ce qui est très important pour l'expertise, c'est de favoriser la pluralité à tous les niveaux dès la définition de la saisine, c'est-à-dire la question qui va être posée au groupe d'experts et bien sûr dans la composition des groupes d'experts. Et un autre point important, c'est au niveau international de pousser pour plus de transparence sur les groupes qui définissent la méthodologie de l'expertise. Voilà, donc je vous ai retracé, c'est un rapport qui est très riche, je vous en ai retracé les grandes lignes rapidement et je vous invite à aller découvrir ce rapport si vous avez un intérêt pour ces questions. Bien, mais merci beaucoup Marion Desquilbé. Merci à la fois pour le contenu très clair, je pense, de cet exposé, et puis en plus le respect parfait du timing. Est-ce qu'il y a des questions? On a quelques minutes, une dizaine de minutes pour échanger justement avec elle d'un côté à l'autre de la région. Moi, j'en ai une ou deux. Je ne sais pas si j'ai un micro. Il marche pas? Sinon, je vous prête. J'ai celui-là qui est en orange, donc il ne marche peut-être pas. Donc, merci pour votre conférence. Même si j'ai loupé un peu le début, j'en suis désolé. Mais vous évoquez le problème des publications. Il y avait une émission là, de France Culture qui est sortie récemment là, sur le business de la publication scientifique et qui mettait en avant un petit peu aujourd'hui, avant tout, le business qui est fait et la publication à tout prix. Comment, on va dire, scinder une publication de qualité vs une publication commerciale? Est-ce que vous avez un petit peu creusé ce côté-là entre des vrais articles expertisés par les pairs, dans la connaissance du moment, bien sûr, et puis des éditeurs aujourd'hui qui se développent, qui ont senti le bon filon et qui essayent de faire du business avec ce travail qui est, on va dire, gratuit à la base pour eux? C'est vrai que la manière dont on prend en compte une publication dans une expertise scientifique, c'est pas simple. Moi, j'ai parlé d'un problème qui est quand vraiment il y a un financement de l'industrie dans la publication ou un auteur de l'industrie. Ça, moi, je connais très bien sur le sujet des pesticides. Il y a plein de publications comme ça qui sont clairement dans les intérêts de l'industriel qui finance ou qui coécrit. Donc, c'est vraiment une question importante à se poser. Dans quelle mesure on peut prendre en compte ça dans l'expertise? C'est pas à rejeter complètement d'emblée, mais il faut des précautions pour savoir comment on le prend en compte. Après, le problème, c'est sûr, dans la littérature scientifique aussi, c'est pas toujours complètement solide. Il y a une pression à la rapidité de la publication. Il y a aussi des enjeux pour des éditeurs scientifiques, y compris prestigieux d'ailleurs, à mettre en avant des publications des fois qui vont manquer de solidité, mais qui vont créer du buzz, faire parler d'elles, etc. Donc, on l'a pas trop abordé ça dans le rapport, toute la question du modèle économique des maisons d'édition. C'est vrai que c'est aussi un sujet important qui relève plus trop directement des établissements peut-être de recherche et d'expertise. Je sais que par exemple dans mon établissement, il nous est recommandé d'éviter tout ce qui est les éditeurs douteux qui sont un peu ce qu'on appelle la zone grise de l'édition scientifique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, si, c'est un point important aujourd'hui parce qu'on se base beaucoup là-dessus, on cite beaucoup là-dessus et pareil, on peut citer quelques exemples où des publications scientifiques sont, par rapport à certains lobbies, sont avantageuses, sont beaucoup mis en avant et en tant que scientifique, des fois, on a du mal à pouvoir revenir sur le travail de collègues, hein, parce que quelque part, comme vous l'avez souligné, on se retrouve des fois un peu pris entre deux feux de pouvoir, on va dire, avoir les bons arguments pour contredire ces publications. Après, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en avais une autre.
On a mis depuis quelques années beaucoup en avant la déontologie dans le milieu scientifique, avec des textes, des déontologues qui rentrent en action dans nos établissements. Et dans votre exposé, j'ai pas eu de positionnement par rapport à tout ça, si c'est pour vous un réel garde-fou, si je peux m'exprimer ainsi, ou si c'est quelque chose qui existe pour exister, pour faire bien, et puis la portée par rapport à toutes les recommandations que vous faites, voilà quoi. Alors peut-être déjà, je vais compléter à titre personnel un peu précédemment sur la question de l'édition scientifique pour souligner qu'il y a aussi des nouveaux éditeurs qui apparaissent. Par exemple, moi j'ai publié récemment dans le Peer Community Journal qui est créé par des scientifiques pour des scientifiques, avec justement l'idée de pouvoir échapper à des questions de mode, de format et publier de la recherche qui soit solide et un peu détaché des enjeux économiques aussi qui existent pour les grandes maisons d'édition commerciales. Concernant la déontologie, il y a des périmètres des délégués déontologie dans les établissements de recherche qui en général ne recouvrent pas les questions qui nous ont intéressés de lien avec les acteurs marchands. En fait, sur la déontologie des publications, par exemple, les questions, ça devrait vraiment être, qui sont des questions importantes, hein, bien sûr, également. Est-ce qu'il y a une falsification des données? Est-ce qu'il y a des figures trafiquées? Est-ce que les données de l'article n'existaient pas? Donc, instruire ce genre de plainte. Ou alors, est-ce que l'ordre des auteurs de la publication a été bien respecté? Est-ce qu'il n'y a pas des publicateurs fantômes là-dedans? Est-ce que ceux qui ont contribué, leur travail a été bien reconnu? Il commence maintenant à y avoir des propositions d'auto-évaluation éthique des projets de recherche. Donc ça, c'est un peu en train de démarrer. Il y a ça qui a été mis en place à l'INRAE, donc c'était un peu après notre travail, donc on n'a pas eu de retour là-dessus. Côté CNRS, il y a eu un avis du CNRS, du comité d'éthique du CNRS, hein, pas du CNRS lui-même, suite à une demande qui leur a été faite, notamment avec les croisières pour des touristes dans des navires qui peuvent aussi servir pour des scientifiques pour faire des recherches en même temps, mais ça peut être un peu du greenwashing aussi pour ces compagnies, pour dire oui, non mais attendez, vous faites du tourisme, mais vous contribuez aussi par ce biais-là à aider la science à fonctionner. Et eux aussi, leur recommandation, c'était d'avoir beaucoup plus de choses sur l'évaluation éthique des projets de recherche. Donc c'est un sujet qui est peut-être un peu en train d'émerger et il faudra voir si ça s'améliore dans les années futures. Voilà, allez-y, oui. Allumez, oui. Bonjour, alors je vais rebondir. Je suis correspondante de tout ce qui est intégrité scientifique à l'Université Bordeaux-Montaigne pour le groupe de recherche MICA. Et je peux vous dire, comme dit ma collègue, que nous sommes en train de rebondir non seulement sur tout ce qui concerne la notion d'autorialité, mais surtout la notion aussi de contingence économique qui biaise le travail de chercheur. Donc c'est en cours. Et pour bien voir ce qui est en cours, je vous conseille d'aller regarder OFIS, O-F-I-S, c'est l'Office de tout ce qui est intégrité scientifique pour tous les chercheurs. Merci de cette intervention. Oui, vous avez une... Ou c'était juste une remarque peut-être par rapport à ça. Moi, ce qui m'a alerté, là, vous avez parlé d'éditions douteuses. Est-ce qu'il n'y a pas un tri aussi au niveau des éditeurs et des publications à faire à l'échelle, alors là peut-être un petit peu au-delà de chaque laboratoire? Alors, bon, comme je le disais, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment traité dans notre rapport. Donc, je ne peux pas en dire vraiment plus par rapport à notre rapport. Si ce n'est déjà, je suis un peu sortie du rapport tout à l'heure pour vous recontextualiser cette question. C'est sûr que ça, c'est des enjeux encore plus larges, je pense, de pression à la publication, etc. aussi, et de contexte de travail des chercheurs qui peuvent aussi pousser à certains types de dérives ou de formes qu'on puisse questionner de publication. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste encore 2-3 minutes, oui.
Marion Von Fortune, France Nature Environnement Limousin. Je me pose la question, puisque donc moi je suis plutôt du point de vue des citoyens-citoyennes qui reçoivent la recherche, et donc dans les associations on a du mal à démêler justement le vrai du faux, donc on va se pencher sur ce rapport, mais c'est vrai que c'est difficile à s'approprier tous ces concepts-là. Et donc je me demandais si au-delà des mécanismes pour protéger la qualité de la science, on pouvait imaginer que justement le fait de co-construire les questions de recherche et de travailler sur comment les résultats sont diffusés et appropriés dans la société civile, ça peut être une réponse pour lutter contre la défiance qui s'installe en fait entre les citoyens, les citoyennes et la science en général, puisque en fait malheureusement il y a un peu le phénomène de brebis galeuses qui contamine tout le troupeau, quoi. C'est-à-dire que on a une étude qui va être critiquée par je ne sais quel groupe, une association, etc., et qui va en fait jeter le doute dans l'esprit de plein de citoyens, citoyennes sur la science en général. Et donc comment est-ce que peut-être la question qui nous occupe aujourd'hui peut répondre en partie à cet enjeu-là? Alors tout d'abord, d'après les enquêtes qui existent, la défiance envers la science, elle n'est pas si forte qu'on le dit parfois. Quand on a des enquêtes larges, ce qui ressort beaucoup, c'est une défiance envers l'expertise sur certains sujets, comme des sujets qui vont toucher aux pesticides, aux produits chimiques, à l'alimentation, etc., aux médicaments. La confiance envers la science, dans les enquêtes qui existent, elle reste quand même forte. Donc ça, c'est quand même un point de contexte que je voulais mettre. Et par rapport à ce que vous dites, une des recommandations, je n'ai pas eu le temps de toutes les passer en revue, mais une des recommandations du rapport, c'est d'élargir les groupes qui définissent les thématiques qui sont proposées pour des sujets de recherche, et notamment de mieux associer la société civile, des associations, etc. L'ANR, par exemple, elle a, dans une de ses missions, c'est de promouvoir l'innovation. Il peut y avoir la participation d'acteurs industriels, parfois dans la définition de grands projets de recherche. Et c'est aussi un endroit où le rapport recommande plus de pluralité. Merci beaucoup. Une toute dernière question, monsieur, au fond, là. Et puis après, je crois qu'on passera aux ateliers. On continuera, justement, puisque un des thèmes est en rapport direct avec cette intervention. Ouais, Sébastien Palliot, Elix, structure spécialisée sur le champ des innovations sociales. J'ai à peu près la même question que Marion, mais je vais la formuler un peu différemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une journée dans laquelle, s'il s'agit de construire avec la société, avec un grand S, les acteurs qui sont concernés, c'est plutôt des acteurs dont les missions et les compétences relèvent plutôt de la question d'intérêt général, et donc pas les industriels, ou plutôt pas les acteurs en réalité marchands, lucratifs, qui ont un intérêt fort pour la société, mais dont les problématiques de société ne sont pas l'enjeu prioritaire. Et pour le coup, je me posais la question de savoir, est-ce qu'il y a le même type de recherche que ce que vous avez effectué, donc les questions déontologiques, d'éthique par rapport aux scientifiques, est-ce qu'elles se posent en fait de la même manière avec des acteurs qui n'ont pas un positionnement par rapport aux scientifiques qui est le même, puisqu'il n'y a pas de relation forcément marchande? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a un cadre éthique et scientifique qui est posé dans la collaboration entre les scientifiques et les acteurs associatifs ou publics, dans lequel j'ai l'impression que les problématiques se jouent plus, comme ça a été évoqué ce matin, sur des questions de rapport aux politiques, de rapport au militantisme, et pas tant de rapport à la question d'un volet marchand ou économique? Nous, on a choisi de concentrer notre rapport sur les acteurs marchands, sachant qu'au départ, quand on dit acteurs privés, ça peut aussi être des acteurs associatifs, des organisations non gouvernementales, etc. Parce que la réalité du contexte actuel, c'est que les financements, les contraintes de financement qui se posent pour les chercheurs, c'est vraiment le fait qu'il y ait de plus en plus de demandes politiques de travailler avec des acteurs marchands. Les autres acteurs privés, ça reste quand même petit. Donc, on n'a pas exploré directement cette question. Je pense que
il y a certaines questions malgré tout qui peuvent exister quand c'est avec des acteurs associatifs. Le côté, si on a un financement, vouloir plaire aux financeurs, etc. Et où après, ça peut rejoindre des questions sur des formes de militantisme. Il y a aussi comment une recherche va être utilisée après par un acteur associatif avec des formes de simplification pour une efficacité politique et comment le chercheur réfléchit à ces questions-là en amont. On n'a pas étudié directement cette question dans le rapport. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on pose dans le rapport qui doivent aussi pouvoir s'appliquer, mais je pense qu'une partie des problématiques est un peu différente, oui. Bien, mais merci beaucoup encore Marion Desquilbé pour cette intervention depuis Toulouse, très intéressante. Alors, si vous voulez prolonger, il y a le rapport, je crois, qui est téléchargeable sur votre site, je crois, de votre laboratoire. Sur le site de la CNDASP, si vous tapez CNDASP. Et puis pour des formats plus légers aussi, quelques podcasts de France Culture de la fin de l'année avec des formats de 3-4 minutes pour l'un ou pour deux d'ailleurs d'entre eux, et puis un format un petit peu plus long d'échange d'une petite heure. Voilà, tout ça c'est accessible pour creuser un petit peu plus. Voilà, merci encore. Donc la suite de l'après-midi, c'est les ateliers. Ça va se passer dans la salle. Merci beaucoup pour l'invitation. Encore au revoir. Merci, au revoir. Donc ça va se passer à l'étage d'en dessous, l'étage numéro 1, et je vais laisser Gaël expliquer un petit peu comment ça va se passer. Alors je vois qu'on s'est un petit peu dépeuplé depuis ce matin, légèrement. On va essayer de distribuer tout le monde. Alors nous avons prévu 4 ateliers sur les 2 thématiques, donc ça veut dire qu'il y aura une répétition. On est bien dans la thématique scientifique justement. On répète, on réitère finalement une même démarche pour essayer d'arriver à un maximum de résultats. Comment va-t-on procéder ? Alors, les ateliers vont durer à peu près 1h30, ce qui nous laisse, on a un petit peu de temps de battement. L'idée, c'est que normalement, vous avez sur vos badges un numéro, voilà, de 1 à 4. Voilà, c'est le moment où tout le monde essaie de se regarder le badge, et c'est pas facile, donc vous pouvez demander aussi à des voisins de regarder, surtout que c'est écrit petit en plus. Normalement, il y avait, je parle au passé, une répartition équivalente des numéros. Alors on va essayer de regarder, on va faire une évaluation rapide à la main levée pour voir si les groupes sont restés à peu près cohérents. Qui est groupe numéro 1 ? Ça, c'est pas trop mal. Qui est groupe numéro 2 ? Ça me paraît pas mal. Groupe numéro 3 ? Un petit peu moins nombreux. Et groupe numéro 4. Ah, c'est pas lourd là, 4. 5. C'est pas mal. On va faire avec, on verra un petit peu. Donc, comment ça va se passer ? Donc, avec votre petit numéro, vous allez descendre et voir, les salles sont numérotées. Donc, vous allez rentrer dans la salle correspondante à votre numéro. Bon, ça, jusque-là, c'est assez simple. Et l'idée, Eric en a parlé tout à l'heure, vous avez ces 2 grands axes. Dans l'un, c'est le premier, c'est faire émerger justement des projets. Le second, ça va être valoriser les résultats. En fait, vous allez charbonner sur l'un et l'autre des sujets, mais d'une façon un petit peu différente. Dans un premier temps, vous allez rentrer dans votre salle et vous allez avoir 50 minutes devant vous. Je fais une pré-explication, mais ça sera réexpliqué en salle. Mais vous allez avoir 50 minutes devant vous, vous allez être des défricheurs, vous allez donc travailler sur le sujet l'esprit frais, l'esprit libre, et proposer donc à la fois des idées, et puis à la fois d'ordonner ces idées. Là encore, on vous réexpliquera sur le moment. Puis, un petit temps, donc après ces 50 premières minutes, une micro-pause si vraiment vous avez tellement réfléchi que ça vous a donné des envies de passer aux toilettes absolument nécessaires et absolues. Et puis un deuxième temps où vous allez passer finalement sur le sujet d'à côté, mais où d'autres auront déjà réfléchi avant vous. Donc vous allez être les décrypteurs, vous allez revoir un petit peu, donc à l'aide de notre équipe de médiation, ce qui a été proposé. Et puis amender, proposer, reproposer, changer l'ordre de toutes ces idées si le besoin s'en fait sentir. Dans ce deuxième groupe de décrypteurs, nous avons demandé à chaque fois qu'il y ait spontanément un ou une rapporteur qui viendra justement présenter succinctement, encore une fois, les résultats tout à l'heure en plénière, justement pour essayer de donner, puisque c'était ça aujourd'hui, l'idée c'était de regrouper ces réseaux donc de recherche,
et de montrer que les projets étaient possibles, faisables et faits, et de donner aussi envie de faire donc à l'avenir. Donc c'est cette idée-là d'essayer de créer une petite boîte à malice pour se dire comment moi je peux à mon échelle, institution, collectivité, pourquoi pas association aussi, évidemment laboratoire, monter un petit projet R3 pour dans quelques années revenir ici en parler. Voilà comment nous allons procéder. Donc maintenant, dans l'ordre et le calme, chacune va regagner sa petite salle et puis nous allons procéder aux ateliers.